Bonjour tout le monde. Salut chers lecteurs de 100% Chasse et Pêche. Louis Gagnon, l'auteur du documentaire Cerf de Virginie de fin à trophée. L'article de bimensuel, non pas bimensuel, on va dire l'article de chaque 2 mois de 100% Chasse et Pêche de ce mois-ci, février. Je vous ai parlé, c'est un mix un peu. Je vous ai piqué en vous disant « As-tu fini d'apprendre? » Et là-dedans, j'ai rentré des concepts de sanctuaire, des concepts de survie, de protection. Et j'ai pensé vous revenir avec des vidéos en vous amenant quelques anecdotes pour mettre l'emphase sur l'importance de ce que je vous ai écrit. Premièrement, quand je vous dis « As-tu arrêté d'apprendre? » Bon, je ne connais pas chaque lecteur du magazine, mais je suis convaincu qu'il y a beaucoup de lecteurs chasseurs de chevreuils qui, ni plus ni moins, année après année, ont un bloc de sel à quelque part sur la terre, le terre ou la terre qu'ils ont loué, et ils ont un stand ou un mirador fait à la main ou encore une tente à terre, qui est toujours à la même place, et une semaine, 2 semaines avant, 3 semaines avant, selon le budget, le temps, et ils vont commencer, le croyance, ils vont commencer à nourrir, pour finalement aller s'asseoir. Les plus débrouillards, on va dire, ou les plus analytiques de la gang vont au moins avoir calculé des vents, comment rentrer, et quand chasser là, pas chasser là. Ben, c'est sûr que quand tu le répètes l'année d'après, si tu n'as tué rien ou tu as prélevé peu importe le petit boc que tu as prélevé, puis tu continues, ben pour moi, clairement, tu as fait un choix, là. Sans, peut-être par inadvertance, sans t'en apercevoir, mais tu as fait un choix de continuer à chasser exactement la même méthode, donc tu ne devrais pas apprendre grand-chose de plus comparativement à l'année d'avant. Et c'est là que je dis, tu as choisi, ni plus ni moins, d'arrêter d'apprendre. Bon, ça c'est le titre. Maintenant, tu veux apprendre. Quand je dis que tu as choisi d'arrêter d'apprendre, c'est parce que ça va se passer de la même méthode, de la même manière. Ce qu'on comprend de plus en plus aujourd'hui, avec les colliers télémétriques hyper précis, hyper performants, avec les caméras de surveillance, avec l'argent qui a été mis là-dedans dans la recherche, surtout sur le côté américain, parce qu'eux, ils ont de l'argent et ils ont de la passion, c'est que survie égale adaptation. Il n'y a personne dans le domaine du chevreuil, dans les chevreuils, ou presque, qui survit à 3 ans et demi, 4 ans et demi, juste 5 ans et demi, 6 ans et demi, 7 ans et demi, autrement que par la connaissance de leur terrain et l'adaptation. Ce n'est pas en explorant, en allant sur des nouveaux terrains, en réagissant avec impulsion, que des chevreuils réussissent à passer à travers des saisons de chasse et se sauver d'une bande de coyotes ou d'une attaque de loups de cette manière-là. C'est complètement l'opposé. C'est ces chevreuils-là, quand ils ont réussi à passer à travers la première année, la suite des choses pour eux, c'est tout simplement de faire sûr que chaque pas, chaque déplacement, chaque matin, chaque soir, chaque sortie de sanctuaire, c'est fait sur une base de connaissances accumulées avec les années, pour ne pas me mettre en situation pour mourir. Vous allez me dire, oui, mais il en meurt, lui, aux années. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'en meurt pas. Je suis en train de vous dire que souvent, ceux qui meurent, c'est pour 2 raisons. C'est la première, c'est une femelle en chaleur qui les a trop tentés, on va dire. Et il y a une petite compétition. Là. Il y a un autre bug dans le coin. Et là, elle n'est pas tout à fait prête. Elle se sauve. Et là, elle ouvre la machine, elle passe à peu près n'importe où, mais elle veut se sauver de ce boc-là ou ces bocs-là harassant. Fait que là, elle fait un 100 mètres, 200 mètres, 500 mètres
d'inconscience, on va dire, et les bocs suivent, et cette femelle-là les a fait passer au travers des chasseurs, par inadvertance. Boum, une récolte. Ça, c'est une des manières que ces vieux bocs-là meurent de temps à autre. L'autre manière, c'est que sur le territoire à eux, il y a un nouveau chasseur qui chasse différemment. Peu importe si c'est un lock ou c'est très cérébral, c'est différent de ce qu'eux ont connu pour survivre. C'est différent des tours qui sont fixes, des tree stands qui sont aux mêmes places à chaque année, toutes les salines et les appâts alentours qui sont connus. Là, il est arrivé quelqu'un qui s'est installé quelque part par inadvertance ou calculé, mais que c'est pas normal, il n'y a jamais personne là. Puis, bang, chevreuil, ça donne qui passe cette journée-là, là. C'est le même que ces chevreuils-là meurent normalement. Pourquoi? Ben parce que, je vous l'ai expliqué dans l'écrit, pensez juste à votre vie à vous autres. Vous beau pas être un chevreuil, là, quand vous allez travailler, quand vous allez à l'épicerie, quand vous allez dans vos déplacements quotidiens, vous connaissez les chemins presque par cœur. Vous savez à quelle heure il faut que tu passes par là pour ne pas être pogné dans la circulation. Vous savez que tel coin est dangereux pour telle raison. Vous savez qu'à telle place, il y a de l'argent, les maisons sont plus chères, etc. À une autre place, vous savez que si tu continues un peu plus loin, tu tombes, il y a 4-5 restaurants. Une fois que tu as passé 3, 4, 5 fois, là, puis ouais, il y a une rue barrée, tu sais exactement comment contourner pour arriver à tes fins par une autre rue. Si demain matin, puis là, je vais vous donner un exemple complètement sauté. Il y a 4 ans, dans le début de la COVID, 4-5 ans, là, on ne sait plus, là, moi, dans l'Outaouais, ils ont barré la route 105 qui descendait à Hall. Ils ont décidé, entre l'Eau-Québec et Gatineau, de mettre une barrure, et tous ceux au nord de cette barrure-là, on faisait affaire avec Greasefield en montant, et Maniwaki pour nos épiceries, nos ci, nos ça, et d'autres choses. Et ceux du bas, en bas de ça, eux autres allaient vers Ottawa. On ne pouvait plus mixer, à moins d'avoir une preuve que notre emploi était en ville. Sinon, sans ça, on ne pouvait plus mixer. Ça a duré comme 3 semaines, un mois, là, je ne m'en rappelle plus. Ça a duré un bout, là. Mais du monde comme nous autres, comme moi qui est travailleur autonome à la maison, la plupart du temps, je ne vais pas faire mon épicerie, puis mes affaires, puis mes banques, puis ci, puis ça, puis d'autres choses, vers le nord d'une petite municipalité pas plus grosse que la mienne. Je suis à 45 minutes du centre-ville de Gatineau, Ottawa. Quand je descends pour aller chez Costco ou aller chez Golden Tower, ici ou ça, c'est vers le sud. Et là, je ne peux plus. Qu'est-ce que j'ai fait, vous pensez? J'ai tout simplement regardé les petites routes de campagne alentour, puis j'ai descendu par les rangs alentours. Est-ce que j'étais seul? Ben non. Tout d'un coup, les rangs alentours étaient occupés, il y avait du monde qui descendait. Parce que je connais les trails. Ben, si j'avais demandé à ma mère, qui vient me visiter, descendre en ville, elle aurait fessé le barrage, elle aurait viré de bord, elle aurait dit on ne peut pas aller en ville, oui, on est bloqué. Bon, OK. Les chevreuils, là, c'est exactement la même chose. Là. Eux autres, ils voyagent entre le top de la butte, du champ, de la mariée du champ dans le bois ou de la montagne. Ils descendent dans le bûcher ou ils descendent dans le champ de maïs ou dans le champ de soya. Ils ont des secteurs, des canaux. Des fois, ça a 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres de large, une trappe de bois qui, dans cette trappe de bois-là, il n'y a pas de tree stand, il n'y a pas d'appât, de saline. Ça descend, on va manger, on remonte, ça fait 2 ans, 3 ans, selon l'âge du bord, 5 ans, que ça marche bien jusqu'à temps que le soya a été récolté. Après, on va manger d'autres choses ailleurs, puis là, c'est d'autres choses. Puis vous autres, vous vous êtes soit installés sur le bord du champ, ou soit il y a eu une petite coupe forestière quelque part dans le coin-là, vous installez là. Et eux autres, ils savent, parce qu'ils l'ont testé par le vent, et là, ils savent que quand un vent est telle manière, je passe, puis je contourne par là, je m'en vais par là. Si vous n'êtes pas obligé de croire ça, là, c'est dans le sens que moi, je n'ai pas la prétention d'être Donald Trump, là, dans le sens que je ne suis pas Dieu, là. Mais je pense que je connais un petit peu le chevreuil, là, après 35 ans, après tout ce que j'ai fait d'un bord et de l'autre, gagner ma vie avec les caméras de toutes les provinces que je suis allé, les places,
à 100% de ma vie dans le chevreuil. Et quand je lis les études en plus, ne pas croire à ça, vous vous aidez pas. Parce que vous êtes en train de tout simplement penser ou croire que les vieux chevreuils ont survécu par l'oc. Mais il y a pas, oui, la première année, ils ont réussi à aller sur des appâts que les chasseurs n'étaient pas intéressés à tirer des petits bocs, puis la saison est finie, ils ont survécu. À la deuxième année, ils en font déjà presque plus de ces gaffes-là. À la troisième année, ils n'en font plus. Fait que, et ça, là, tenez-vous bien, là, aux États-Unis, il y a beaucoup plus de pression que chez nous. Là. Et quand ils meurent des 3 ans et demi, là, ils s'en vont. Quand la saison de chasse arrive, les boucheries se remplissent comme au Canada. Et quand il y a des 3 ans et demi qui meurent, qui s'en vont dans les boucheries ou chez les taxidermistes, c'est 80% de ces bocs-là ont des blessures cicatrisées des années d'avant, quand ils étaient jeunes. Des pointes de flèche pognés dans les os, un os cicatrisé après qu'un boulet a passé dedans, une coupure à quelque part qui prouve qu'une flèche a passé très proche, des choses du genre. S'ils répètent ça, une autre fois, ils meurent. Ça, c'est ceux qui s'en vont dans la boucherie. Ou encore, s'ils répètent, c'est ceux qui ont passé, quand ils meurent, c'est comme je l'ai dit en début d'entrevue, ceux qui ont suivi une femelle innocemment, ou encore, malheureusement pour eux, un chasseur a changé la tactique. C'est comme ça que, normalement, ces chevreuils-là meurent. Les études ont été faites et ça a été montré. Ce qui veut dire que, et là, je vais finir sur ça, longtemps passé, là, 12 ou 13 ans passés, on a eu une opportunité, 13 ans passés, on a eu une opportunité, ben, pas moi, des amis ont eu une opportunité d'acheter une terre en Ontario, mais une grande terre. Quand je dis une grande terre, là, ça avait 800 acres à l'époque, c'était vendu par la compagnie Domtar. Puis, cette terre-là, elle était chassée depuis des années par à peu près tout le monde, parce que la Domtar avait beaucoup de terres en Ontario et elle ne surveillait pas ces terres. Elle essayait de les louer à des chasseurs, mais c'est un système qui marchait plus ou moins bien. Et finalement, chaque année, cette terre-là, il se ramassait 7, 8, 9 chasseurs d'un bord puis de l'autre. Des chasseurs qui... des chasseurs de l'Ontario, normal. Là. Puis des fois, ils pouvaient peut-être même avoir des Québécois à travers. Là. Et on a le droit d'apporter en Ontario, mais de ce que nous, on a vu, quand on a marché la terre avant de faire une offre dessus, le client avant qu'il fasse l'offre dessus, ça ne semblait pas avoir été chassé avec des appâts. Et les tree stands, on trouvait des vieux tree stands un peu partout dans les arbres. Là. Et moi, j'avais dit à mon client, je suis excessivement impressionné par la pression de chasse qu'il y a ici, comment elle est intelligente. Comment les gars qui chassent ici semblent étudier le chevreuil et comprennent comment le chevreuil, comment les mâles réagissent. On avait trouvé 7 ou 8 tree stands différents, là, des affaires tout croches, là, mais toutes dans des places que j'aurais mis moi-même des temps de chasse, là, parce que c'était très stratégique. C'était soit dans des transitions ou d'habitat, c'était souvent en fonction des zones marécagères qui contrôlaient ou qui canalisaient les déplacements. C'était souvent des habitats plus typiques de des mâles matures que pour des femelles d'éléphants. C'était rarement directement chez les sites alimentaires, mais c'était toujours en fonction d'une zone dense vers une zone alimentaire. Et j'ai dit à mon client, il y avait beaucoup de chevreuils sur la terre. J'ai dit à mon client, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de beaux chevreuils ici pour une couple d'années. On va faire un saut si l'offre d'achat marche. C'était 900 €. Si l'offre d'achat marche, on va mettre des caméras. On va avoir du chevreuil sur nos caméras. Il va y avoir beaucoup de bocs, d'après moi, parce qu'on est en Ontario. Il y a du marécage en masse. Mais il n'y aura pas beaucoup de bocs de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 4 ans même. Parce qu'il y a trop une bonne pression de chasse. Il y a une pression, il y a 7-8 stands un peu partout, 8-9 stands, ça c'est sûr qu'on a trouvé,
mais elle est intelligente. C'est des gars qui semblent comprendre, puis ils cherchent quelque chose de particulier. Ils m'ont l'air d'être des chasseurs de gros bocs. La transaction est acceptée. L'année d'après, on met des caméras. Et là, on regarde le constat. Bonne terre à chevreuil, comme on pensait. Beaucoup de chevreuil. Ratio pas si pire. Il y a du boc. C'est pas du 1 pour 2, 1 pour 3. C'est à peu près 1 pour 3. Là, on dit, wow, il y a quand même du boc. Mais les plus vieux bocs, 3 ans et demi, 3 ans et demi, 2 ans et demi, 3 ans et demi. Les gars qui étaient là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des billets en dessous de chacun des vieux stands avec le numéro de téléphone du nouveau propriétaire. Changement de propriétaire, d'une terre privée, appelez-nous si vous voulez continuer à chasser. En fait, c'est un piège pour forcer les gens de nous appeler pour savoir c'était qui, puis les annoncer directement à nouvelle, puis que là, la terre serait placardée, puis en même temps comprendre c'était quoi la pression de chasse. Et là, c'était un groupe, c'était tous les mêmes gars, il y était 6 gars qui chassaient là depuis des années, et effectivement, ils étaient très structurés dans leur chasse, ils n'avaient jamais rentré de la peau là. Et il y avait 13 ou 14 stands finalement. Il y avait 5 ou 6 stands que je n'avais pas trouvés. Et là, ils ont ramassé le stock. Eux avaient décidé qu'ils apprenaient chaque année, qu'ils s'amélioraient et qu'ils changeaient des choses. Et les vieux bocs ne passaient pas au travers. Quand les bocs arrivaient à 4 ans, 5 ans, 6 ans, ils venaient à bout des prélevés, là, année après année. C'est ce qui était le bonus avec l'article. Si je peux vous donner un conseil précis, c'est le printemps arrive, dans une couple de mois, quand vous allez voir cette vidéo-là, c'est d'aller revoir votre terre, aller revoir votre site d'appontage, principalement, et voir comment vous pouvez changer la donne, dans le sens que la donne, ça peut être laisse le site là, apporte comme c'était là, mais va chasser 250 pieds en arrière. Ou coupe la zone, coupe le canal de déplacement entre la zone de très forte densité à la zone alimentaire où tu as mis l'appontage pour réussir à avoir un mouvement de jour et arrêter ce comportement-là de faciliter les beaux bocs et les vieilles femelles à contourner le sentier là. Allez revoir vos sites et réfléchissez. Et je vais me faire un petit peu en même temps, mais si vous voulez améliorer encore plus et avoir une idée plus visuelle de tout ça et des options d'appontage différentes, payez-vous un petit luxe, puis faites l'acquisition de la formation que j'ai mise en ligne il y a quelques mois avec le firme Serre de Virginie de fin à trophée. J'ai fait 2 formations. Une sur l'art de l'appontage et une autre sur l'art de chasser des grattages. Essayez elle de l'appontage et faites les corrections qui s'imposent. Puis peut-être que l'an prochain, vous allez avoir à dépenser un gros budget sur un taxidermiste. Bonne lecture.